Okay, welcome everybody. Do we have everybody from the waiting room, we think, Lily, at this point? Yeah, and I can keep letting people in as Cool. we go. That's awesome. Great. Well, hi everybody. Bonjour tout le monde, je suis Evan Cheeseman et je travaille pour Nature MB et donc on essaie d'aider le RNB avec cette webinaire aujourd'hui. Donc on le fait aujourd'hui sur apprendre des communautés connectées, un examen approfondi des solutions climatiques fondées sur la nature au Canada Atlantique. Et donc, on va regarder quelques bassins de rétention des eaux de ruissellement dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et qui deviennent de plus en plus populaires dans d'autres communautés à travers le Nouveau-Brunswick et donc et le reste des provinces des Maritimes. Et donc, quelques notes d'ordre technique. On a de l'interprétation simultanée aujourd'hui. Donc, voici une image rapide pour vous montrer où on peut trouver l'interprétation sur votre écran. Et donc, en bas de l'écran, dans Zoom, vous allez voir le bouton d'interprétation et vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez le garder à off et donc cela, vous allez entendre donc la personne qui parle. Et sinon, vous pouvez choisir anglais si la personne parle en français. Et si vous voulez écouter en français, vous pouvez, quand les gens parlent en anglais, vous pouvez cliquer sur français. Donc, je veux juste reconnaître aussi que le territoire et les eaux dont nous parlons aujourd'hui, tout le travail que nous faisons se passe sur le territoire non cédé des Mi'kmaq, Wolastoqey et Passamaquoddy, les peuples. Et donc, je vais reconnaître aussi que si les gens peuvent garder cela en tête et y réfléchir à ce contexte alors que nous discutons le changement climatique et bon, des différentes approches basées sur la nature alors que nous avançons aujourd'hui avec les présentations. En plus, ce territoire non cédé traditionnel est géré par différents traités. Donc, voilà, si vous voulez faire de la recherche sur les différentes relations et le contexte, etc., je vous invite à le faire. Et donc, je vais passer la parole à Lily de RNB juste pour présenter le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et donc pour donner un peu de contexte sur cela. Je vais vous passer la parole rapidement à Lily. Bon après-midi tout le monde. Et comme elle a mentionné, je suis Lily Barraclough et donc je suis ici avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et nous travaillons avec Nature NB aussi sur cette série de webinaires. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec nous, on est un réseau de communication qui met en lien 110 organisations à but non lucratif et en environnement. Et donc, nous travaillons sur du travail des solutions climatiques basées sur la nature avec le RCERA. Et donc, on travaille avec des communautés aussi pour augmenter leur capacité pour intégrer ces types de solutions basées sur la nature. Et donc, comme Adam a mentionné, la série de webinaires, voici notre 6e webinaire dans la série. Donc, vous pouvez trouver les enregistrements dans les 2 langues sur notre site YouTube, notre canal YouTube. Et donc, on va avoir un dernier webinaire, probablement au début de l'automne. Donc, on va regarder des endroits protégés et la conservation. Et donc, veuillez garder un œil pour ce webinaire-là. Et si vous voulez discuter des anciens webinaires aussi, et si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à me contacter. Donc, j'espère que vous allez profiter et aimer le webinaire aujourd'hui. Et je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Parfait. Merci, Lily. Je veux mentionner aussi que nous avons notre personnel qui est ici, qui surveille le chat. Et donc, s'il y a quelque chose qui survient pendant le webinaire, vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour l'audio ou quoi que ce soit, posez vos questions dans le chat et on va avoir aussi une période de questions et réponses à la fin du webinaire. Donc, pour commencer, je vais présenter Serge Chiqui. Il vient de Shediac, au Nouveau-Brunswick, et donc il est à l'université donc il était en génie civil auparavant et a une longue carrière là-dessus. Et donc
Donc, il a travaillé comme gérant pour la ville de Dieppe, donc depuis 10 ans. Et donc, il va nous parler aujourd'hui d'un projet de bassin de rétention des eaux de ruissellement à Dieppe. Donc, je vais vous passer la parole et vous pouvez partager votre écran. Hello, how are you? Ma présentation sera en français. J'espère que vous pouvez la voir maintenant. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais juste arranger ici. C'est bien. Comme Adam l'a dit, je m'appelle Serge Dupuis. Je suis professeur à l'Université de Moncton en génie civil depuis 10 ans maintenant. Mais avant ça, je travaillais à la ville de Dieppe comme ingénieur de projet et directeur de l'ingénierie. Et en ce temps-là, on a travaillé sur un beau projet que ça me fait plaisir de vous parler d'aujourd'hui, qui est les bassins naturalisés de rétention d'eau, de ruissellement, qui a été construit dans un parc industriel à Dieppe. Alors, sur ma présentation, je vais vous parler un peu d'une introduction du projet et de la planification du début à la fin de notre projet. Alors, la conception, les coûts, la construction et là, l'évolution dans le temps, parce que ça date de longtemps. Et là, c'est ça la beauté de cette présentation ici, ce qu'on peut voir dans le futur, si vous voulez. Qu'est-ce que vos projets d'aujourd'hui pourraient ressembler dans le futur? L'entretien d'une telle installation et une conclusion. Alors, avant que je commence, ça me fait plaisir de parler à vous autres aujourd'hui, aussi avec partager la scène avec Jamie Burke de la ville de Sackville, qui a un autre beau projet à présenter aussi. Mais le mien commence en 2002, donc on date déjà de 20 ans passés. 20 ans passés, j'étais ingénieur de projet à la ville de Dieppe. Pour ça, c'est ma deuxième année que j'étais là. Et c'est pour moi que le cerveau en arrière du projet, et je vais donner un shout-out à mon patron dans le temps, à Jacques Leblanc, ingénieur, qui avait amené l'idée et du point de vue de la ville ou d'une municipalité, comme que ceux qui écoutent aujourd'hui, c'est une grande décision à faire. Et je pense que les gens dans le temps avaient l'initiative et une vision vers le futur que ça pourrait marcher. C'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui de ce qu'on va voir. On va parler d'une étude de cas complet d'un projet de bassin naturalisé de rétention des eaux de ruissellement. Alors, toutes les étapes du début à la fin. Et là, avec l'évolution, dans ces cas ici, j'ai des photos de 17 ans plus tard, mais là, aujourd'hui, on est déjà rendu à 20 ans plus tard. Alors, mon but, c'est que pour des personnes résidentes, pour des conseillers de ville, pour des gens qui travaillent des municipalités, lorsqu'on entreprend un tel projet, souvent c'est difficile, pardon, au jour comme tel de faire les décisions monétaires, de planification, sans savoir qu'est-ce que ça peut ressembler. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer le début, qu'est-ce que ça pouvait ressembler, quels étaient nos défis, et là, le bénéfice à la fin. Puis je pense qu'on va tous voir que le projet était un succès. Alors, vous voyez maintenant une photo aérienne du projet. On se retrouve à Dieppe. Ceci, c'est le boulevard Dieppe qui va du nord vers le sud. On a la rue Aquatique. Si vous allez vous baigner à la piscine à Dieppe, allez juste en bas ici. Ici, c'est le Good Life Fitness pour ceux qui sont intéressés à se garder en forme. Et pour les autres, on a la crèmerie Bennick Dairy Bar. Peut-être, c'est plus... moi, je préfère me rendre ici que me rendre au gym. Mais quand même, c'est pas pour tout le monde. Et la beauté, c'est que nos étangs de rétention sont ici. C'est un système dont l'eau de ruissellement entre par un tuyau juste ici, dans une première étang, et là traverse un écran naturalisé, dans une deuxième étang, là une troisième étang pour finir dans la quatrième étang de finition et se déverser de nouveau, très près d'où qu'elle est entrée, se déverser dans le ruisseau naturel. Et dans la photo aérienne, on ne voit pas même le ruisseau. Alors, moi, je vais parler des concepts d'ingénierie, d'ingénieur, de construction, de développement, mais aussi des concepts naturels,
existants protection. Alors, souvent, c'est difficile à prendre le ballon entre le développement dans une ville et quand même préserver la nature autant que possible. Et je pense, dans ce projet ici, on a eu la chance de le faire. Autour des bassins, on voit des sentiers pédestres et des arbres depuis que ça a été installé. J'en parlerai plus davantage. Alors, au premier lieu, 20 ans passés, on parlait de la planification. L'idée, c'était que le parc industriel de Dieppe, quand on écoute les mots de parc industriel, on pense à juste bulldozer des arbres et bâtir des industries, asphalter tout ça qu'on peut voir et ainsi briser la nature. C'est pour le développement. Autant le développement est nécessaire, dans le temps, on a essayé à la ville de Dieppe de balancer les deux. Alors, on a collaboré avec la ville de Dieppe, donc les ingénieurs, le conseil de ville et aussi les gens qui s'occupent du parc industriel. Maintenant, on les connaît comme Expansion Dieppe. On a embauché un ingénieur conseil pour faire le design. Dans le temps, c'était ADI Group. Maintenant, ils sont renommés EXP. Alors, on avait des ingénieurs là-bas. Aussi important, on avait des architectes paysagistes. BDA Landscaping Architects de Sussex, des gens qui connaissent plus la nature, les arbres. On les a mis ensemble avec des ingénieurs. Pas toujours facile à travailler ensemble parce qu'on a différents buts des fois, mais à la fin, la collaboration s'est faite. On a embauché un entrepreneur qui était Advanced Construction de Dieppe dans le temps pour construire ceci. Voici le premier plan de conception avec BDA Landscape Architects. Et là, pour rire un peu, on va voir la différence entre le plan d'un architecte paysagiste et là, après, je vais vous montrer un plan d'ingénieur. Vous allez voir vite la différence. Alors, on va commencer avec celui-ci. Dans le temps, on avait la rue Champlain, l'aéroport est dans ce coin-là, et le boulevard Dieppe, c'est un chemin nouveau, tout nouveau à bâtir qui connecte la rue Champlain et la rue Chartersville. Toute cette région ici était boisée ou des champs. Et là, c'était la parfaite place à faire l'expansion d'un parc industriel, si vous pouvez imaginer ça. Mais dans le temps, la ville avait dit qu'on ne voulait pas que le parc soit juste de l'asphalte. On voulait des édifices ou des industries qui étaient moins polluantes, plutôt des compagnies qu'on pouvait quand même respecter un peu la nature. Alors, on avait développé plusieurs terrains avec des lisières d'arbres entre chacune. Et c'était des terrains existants qui avaient une piste de course de chevaux. Si vous vous souvenez, pour ceux qui viennent de la région, on avait une piste sur la ferme Barrio et aussi ici, on avait aussi une piste de chevaux qui est maintenant la moitié de notre bassin naturalisé. C'était anciennement une piste de chevaux de course et là, on l'a réinitialisé pour faire quelque chose de différent. Vous voyez que les étangs, on savait qu'il y a un ruisseau qui passe ici, un cours d'eau. Puis lorsqu'on développe la terre, toute l'eau de ruissellement, toute l'eau de pluie qui va couler là-dessus, comme dans les derniers jours, va se emmagasiner et couler vers le point le plus bas qui est le petit ruisseau qui existe là. Le ruisseau n'est pas grand, il est 10 pieds de large. Alors, on ne voulait pas. L'impact aurait pu être quand même assez sérieux. On voulait le réduire autant que possible. Alors, on allait bâtir. L'idée était de bâtir des bassins naturalisés à l'avance et là, de redéverser dans le ruisseau par après. Dans le temps, on parlait de 3 étangs. C'était au tout début. Puis, on n'avait pas même développé encore la piscine et les terrains. On a 2 autres bassins de rétention ici. Aujourd'hui, il y en a un 4e qui existe là-bas. Alors, je vais vous parler de cela dans une minute. Depuis le développement, il y a un bassin de rétention des eaux de ruissellement ici qui est juste vert. Il n'y a rien dedans, c'est juste un peu de gazon. On coupe le foin une fois par année. Pas naturalisé, très, très simple. Au côté du Chartersville, dans cette région ici, on a des bassins qui sont naturalisés, mais qui sont secs tout le temps. Alors, des bassins qui sont secs la plupart du temps, à part lorsqu'il pleut. Alors, toute cette région ici, ce sont des bassins secs. Il y en a qui ne sont pas naturalisés. J'en ai un ici qui est naturalisé en attendant la pluie. Et celui que je vous parle d'aujourd'hui, c'est un bassin mouillé qui a toujours de l'eau dedans.
Et là, l'eau peut monter et descendre avec la pluie. En plus qu'il est naturalisé, on a ajouté des plantes aquatiques et des arbres et des arbustes autour. Premièrement, pour ceux qui travaillent dans une municipalité, l'idée, c'est que on peut, lorsqu'on développe la terre, on est forcé de donner de la terre forcée en espace vert. À Dieppe, dans le temps, c'était 10% de la superficie qui était donnée en espace vert. Alors, pour ceux et celles qui écoutent des municipalités, c'est un endroit où on peut installer un bassin de rétention. Ça n'a pas besoin de l'air, mais dans le cas, parfois, on a des endroits à le faire. Deuxième chose, il fallait calculer toute l'eau de ruissellement qui allait sortir de ces nouveaux stationnements, ces nouvelles rues-là, les nouveaux toits d'édifices, toute l'eau de pluie de plus, de surplus qui allait venir, quels sont les débits de ceux-là, et en incluant 20% de plus pour les changements climatiques futurs. Ça, c'est les ingénieurs qui font ça. Après, on parlait des types de végétation. Lorsqu'on parle du bassin naturel, quel type de végétation qui doit aller dedans notre bassin? Est-ce que c'est des telles quenouilles? Est-ce que c'est des telles algues? Nous, les ingénieurs, je ne connaissais pas. Alors, on avait embauché BDA Landscape Architects pour le faire. Eux étaient des experts, ils connaissaient les arbustes, ils connaissaient la végétation aquatique. Ils nous ont recommandé quoi faire là-dedans. Par la suite, on voulait que ces plantes aquatiques-là soient capables d'assainir l'eau naturellement. Donc, l'eau de ruissellement n'est pas toujours propre. Elle coule à travers des stationnements, elle coule à travers des toits d'édifices, des trottoirs, ainsi de suite. Alors, des fois, il y a des sédiments dedans, des fois, il y a des polluants dedans. Alors, est-ce qu'on peut aider l'eau de ruissellement de ces stationnements-là à devenir un peu plus saine avant qu'elle retourne au ruisseau, au cours d'eau? Je vous ai parlé déjà des bassins de rétention secs, naturalisée ou non, et celle qu'on va parler de tout de suite, rétention humide et naturalisée. Alors, voici le plan d'ingénieur qui est un peu différent du plan de tout à l'heure. Alors, ici, on voit les stationnements gris, les édifices noirs. C'est sur le développement, on amène souvent « Ah, on veut des bâtisses, on veut de l'argent, on veut développer la ville » parce que malheureusement ou heureusement, on compare comment je dirais, le développement ou l'agrandissement, la progression d'une municipalité avec le développement. Alors, plusieurs édifices possibles. Ça, c'était un plan dans le temps. Et la piscine est ici. Voici des bassins de rétention, du stationnement, on a des appartements, Benic est là, on a le gym est ici, on a des nouveaux édifices. Ça ne ressemble pas nécessairement à ça, mais ça pourrait. Travaux publics est rendu là. Alors, on a toutes sortes de développements ici sur le chemin là-bas. Alors, tous ces stationnements là-bas déversent dans les temps de rétention. Alors, je vais vous parler de ça un peu. Toute l'eau qui coule sur les chemins, ainsi de suite, dans une grosse pluie, rentre éventuellement dans des tuyaux, puis les tuyaux sont souterrains et sortent dans notre première, on a 4 étangs, notre premier étang de sédimentation. Cette première étang-là, ils ont toujours de l'eau dedans, je crois qu'elle est 15 pieds de creux. Elle est la plus creuse, la plus profonde de tous les bassins. Et celle-là ralentit l'eau qui rentre et permet les sédiments, la terre, quoi que ce soit, à se déverser dans le fond. Et à mesure que l'eau tricole à travers, il y a toujours d'autres sédimentations qui se passent, mais la grande sédimentation se passe là-bas, qui nous permet de faire le nettoyage de ces sédiments-là à tous les 5, 6, 7 ans. Alors, il faut physiquement aller dans l'étang et ramasser ces sédiments-là. Par la suite, l'eau tricole doucement à travers de différents tuyaux et dépendamment de la grosseur de la pluie, l'eau monte ou descend. Et finalement, elle redéverse dans un petit tuyau qui quand même retient la grosse eau et retourne au ruisseau. Je vais vous montrer le ruisseau dans pas longtemps et on pourra parler de ça. Je vais vous montrer des photos au début et 17 ans plus tard pour voir la différence. Donc, dans le temps qu'on l'avait construit, ça ressemblait un peu comme un étang qui a été construit par l'humain.
pas quelque chose de naturel. Puis la plupart paraissent comme ça au début. C'est pas vraiment la plus belle affaire. Puis vous pouvez voir dans les sections noires, c'est des sections avec qu'on été installé des buissons et des sapins et des arbres ont été plantés dans les endroits noirs. Les endroits verts ont été semencés et ça pousse naturellement. On laisse ce qui se passe. Vous pouvez pas même voir les arbres et les arbustes. Puis le problème, un de nos problèmes au début comme ingénieur à la ville de Dieppe, lorsqu'on a eu les prix pour tout planter les arbres, c'était 100 000, au-dessus de 100 000 $ juste pour des arbustes et des arbres. Et moi, comme ingénieur, on était comme, oh my God, je ne peux pas croire qu'on va investir cet argent-là dans des arbres. C'est pour ça que je vous montre ça aujourd'hui. L'autre chose, vous voyez, c'est les plantes aquatiques. Il y a une lisière ici. Dans le fond du bassin, on avait augmenté de la terre un peu plus haute, on avait planté des herbes aquatiques pour que l'eau puisse passer en travers. Alors, voici une photo. Regardez celle-là, la même photo 17 ans plus tard. Ça ressemble à ceci. Les arbres sont poussés. Les plantes aquatiques sont encore là. Une autre photo de la sortie. 20 ans passés, on a un sentier pédestre qui fait le tour, on a un petit tuyau qui rentre. Vous voyez encore les algues qui sont plantées là ou les plantes aquatiques. Ici, il n'y a pas même d'arbres qui poussent encore. Voici la même photo 20 ou 17 ans plus tard. Ça, c'est le même pont qu'on a remplacé depuis, si vous pouvez imaginer ça. Toutes des arbres autour, on ne voit même plus l'étang. On a des tables de pique-nique, le beau sentier qui passe. Voici l'eau qui coule à travers d'un étang à l'autre. Vous voyez même les petits sapins qu'on a plantés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, 20 ans plus tard, les sapins sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a même quelques-uns de plus. Et les autres arbres ont poussé à l'extérieur. Même chose ici, vous voyez l'étang. C'est beau pareil dans le temps. Mais 20 ans plus tard, ça ressemble à ça. Même des édifices qui ont construit, il y a des quenouilles qui poussent dedans. C'est très, très beau. Les coûts de construction du bassin étaient 300 000 $, 90 000 $ de végétation. Alors, on parle de 20 ans passés d'un projet presque d'un demi-million. Mais tu peux voir aujourd'hui qu'est-ce que ça amène. On a des sentiers pédestres qui agit comme un endroit à marcher. L'étang est juste ici, en arrière des arbres. Les gens marchent là tout le temps, mais c'est aussi un air que les camions de travaux publics peuvent se promener pour faire la maintenance. C'est gros assez, fort assez pour ça. Et finalement, je vous montre le petit ruisseau que l'eau rentre dedans, qu'on déverse toute notre eau de ruissellement dedans. Ça, c'est le ruisseau. Aujourd'hui, c'est 10 pieds de large, ou pas aujourd'hui, c'était en 2017. Il y avait eu une grosse pluie, 28 mm de pluie dans la journée d'avant. Alors, tu vois le ruisseau avant la pluie et après. On voit une hausse d'eau un peu, mais pas assez que ça ronge la rive ou quoi que ce soit. Tu peux imaginer tout le parc industriel qui a été développé, qu'on n'a pas une plus grosse différence d'eau. Ça veut dire que le ruisseau, il reste naturel. On le voit avant et après, encore une fois, de l'autre côté, on ne dirait pas même la différence que tout le parc industriel se déverse là, à ce point-là. Une autre photo de avant et après la pluie. Vous voyez ici les algues et là. Alors, après la pluie, l'eau monte temporairement et elle se déverse lentement dans le ruisseau avec le temps. Et en même temps qu'on contrôle la quantité d'eau, on aide aussi à la qualité avec l'eau qui passe à travers. Et alors, en conclusion, les bénéfices de naturaliser un bassin, c'est sûr, ça coûte plus d'argent, mais vous voyez, l'esthétique est là. On peut ajouter des sentiers, des aires de repos, des tables de pique-nique. On a une flore et une faune diversifiée, des animaux qui se passent. On a des canards, ainsi de suite, des faisans, qu'est-ce que tu veux dire? On protège le ruisseau original. Les sédiments, les polluants se déposent dans le fond. Il faut les nettoyer plus tard. Et la végétation fait de l'eau dans le ruisseau. Avec ça, je vous remercie pour votre temps et d'avoir partagé notre projet. Merci bien. Thanks a lot, Serge.
And just as a reminder to everybody, we'll do a question. Thank you merci beaucoup. À titre de rappel, on va faire une période de questions et réponses à la fin. Donc, si vous avez une question qui vous vient en tête, mettez-la, n'hésitez pas à la mettre dans le chat et on va en fait poser la question. Merci beaucoup pour ces photos avant et après. Sont très belles. Donc, on va faire une transition pour parler de notre projet de bassin de rétention des eaux de ruissellement, non loin. Donc, Jamie Burks est avec nous pour nous parler du bassin de rétention des eaux de ruissellement à Sackville. Et donc, est gérante de projet à Moncton. Et donc, comme j'ai mentionné, était donc elle a eu beaucoup de postes très seniors auprès des gouvernements municipaux et donc elle était senior planner à titre de planification auprès de. Donc, elle a une maîtrise en études environnementales et donc un baccalauréat en sciences. Et elle entreprend de la formation avec la American Planning Association. Elle est sur le CA pour l'Atlantic Planners Institute et ancienne présidente du Nouveau-Brunswick Association of Planners et a servi aussi sur plusieurs titres pour Canadian Planners. Elle est membre aussi du Canadian Institute of Planners. Donc, bienvenue, Jamie. Merci d'être avec nous aujourd'hui et soyez à l'aise de prendre la parole pour commencer à parler de l'histoire à Sackville. Merci, Adam. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez les diapos? Ce n'est pas en mode présentation, mais on les voit. Parfait. Excellent, merci. C'est très intéressant. Merci d'assister aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de présenter avec Serge. On a fait cela ensemble depuis c'est pas la première fois et donc je suis toujours content d'entendre de vos bassins de rétention à Dieppe. Et donc, comme Serge, notre projet à Sackville était aussi des eaux douces. Donc, gestion des eaux douces, et donc, je vais en parler davantage, mais pour mettre un peu de contexte, je vais passer rapidement les défis et les actions majeures. Et donc, je vais aussi intégrer différentes approches naturelles. Pourquoi nous avons décidé de faire cela? Et bon, quelques caractéristiques que nous avons mises en place au fur et à mesure que nous avons avancé. Et donc, Sackville a eu des inondations majeures pour 3 ans. Et donc, géographiquement, on est quand même corridor très, très bas. Et donc, on est sujette au changement climatique. Et donc, 4,5 km dans l'ancienne ville de Sackville et donc 16,5 km à l'extérieur de la ville et donc un corridor majeur pour le transport qui traverse de tout. Donc, bon, on a le routier ferroviaire et donc, ça, c'est des infrastructures critiques, infrastructures nationales essentielles et donc, les inondations d'eau douce sont de plus en plus fréquentes et intenses, mais plus récemment, on essaie de regarder plus les inondations en eau douce et 24 de l'ancienne ville se trouvait dans la zone inondable. Donc, je pense que c'est une statistique importante. Et donc, j'ai parlé des inondations d'eau salée qui sont imminentes aussi, mais le microclimat donc, on a un marais qui s'appelle Tantramar et donc on a beaucoup de vent on doit souvent fermer la route, les autoroutes et donc tous ces impacts des changements climatiques ont été mis dans un plan d'adaptation au changement climatique pour la municipalité. Donc, on a eu le OK du gouvernement pour avancer avec ce projet. Et donc, pour vous donner un peu de contexte, ici, vous voyez le pin en rouge, donc l'emplacement de Sackville. Et donc, à droite, la ligne
Mais bon, c'est l'autoroute transcanadienne. Et donc, c'est aussi la ligne ferroviaire CN également. Et donc, il y a beaucoup de champs, bien sûr, mais comme j'ai dit, il y a aussi des infrastructures essentielles. Et donc, en termes de notre projet à Sackville, nous avons quand même commencé en 2016 à préparer le tout. Donc, nous avons fait plusieurs choses. L'engagement avec le public, on a de la publicité dans le cinéma local. Et donc, c'est là où on a commencé à parler de ce qu'on devait faire, en fait, pour accommoder et s'adapter et vivre ces nouvelles réalités. Donc, voilà les photos que vous voyez à l'écran. Elles sont en lien avec le bassin de rétention naturalisé. Donc, voici la partie la plus basse, en fait, du bassin versant. Et donc, on a des centaines de kilomètres de bassins de ruissellement. Et donc, voici, comme j'ai dit, le point le plus bas. Et donc, on a beaucoup d'activités commerciales ici, une galerie, bon, toute l'infrastructure de la ville, bon, pour les loisirs, etc., est dans cet emplacement aussi. Et donc, il y a plusieurs choses ici à protéger. Non, mais ce n'était pas une surprise, en fait. Voici des photos de la dernière grande inondation en 1962. Et donc, vous voyez encore la même zone qui est sous les eaux de pluie. Et donc, vous voyez ici les images, la partie supérieure de la pancarte de CN. Donc, vous voyez, ça, c'est quand il y a eu les inondations aux années 60 aussi. Donc, ici, les eaux de ruissellement, comme j'ai mentionné, comme Serge a mentionné aussi. Donc, on est protégé par les digues, mais il nous pose un problème aussi. Donc, quand les marées arrivent dans la digue, il y a comme une chambre, comme un tuyau. Et donc, c'est une ancienne méthode d'ingénierie qui a été utilisée par les Acadiens. Et donc, c'est comme ça s'appelle un avado. Et donc, cela retient les eaux salées. Et donc, quand la marée repart, bon, toute l'eau douce qui s'est accumulée pousse la porte comme ça, la petite barre. Et donc, cette pratique d'ingénierie, on n'y dépend encore dans toute la communauté. Donc, le point de pivot, on a eu une grande inondation, je pense, en 2014. Donc, donc la ligne de rail donc, a été inondé au complet et donc on a dû aller voir le tout et donc CN a dû collaborer avec la ville et donc tout le monde s'est mis autour de la table pour essayer de parler des solutions à ce moment-là. Et donc, la solution était assez simple en fait. Bon, ici, l'image, c'est un seau d'eau, mais on avait besoin d'un grand bassin de rétention pour essayer de retenir ces eaux jusqu'à ce que la marée reparte pour donc, on avait besoin d'un grand bassin de rétention. Donc, avec nos consultants, BDA, encore une fois, on a eu un plan sur en 3 phases. Et donc, la première phase était pour aborder l'infrastructure et pour s'assurer que l'eau pouvait aller du point A au point B sans avoir trop de problèmes et trop de sédimentation. Et donc, la deuxième phase était en fait un bassin de rétention de 40 000 pieds cubes. Et donc, vous voyez qu'ici, on était capable de retenir les eaux entre 2 rues ici. Et donc, la troisième phase était une combinaison, en fait, d'utiliser la carrière en haut à gauche et un autre endroit au sud de la voie ferrée, la phase.
Et donc, on a installé un nouveau havas d'eau au niveau de la rivière, à la rivière. Donc, vous voyez ici le centre de l'image où l'eau est présentement déversée. Donc, ce canal avait anciennement des bateaux qui arrivaient. Donc, c'est un tributaire qui est maintenant sec en raison. Donc, c'est en raison de la baie de Fundy et donc toute la marée haute là, qui arrive. Et donc, avec nos ingénieurs, on pensait que c'était plus réaliste d'envoyer les eaux vers la Tangement River parce qu'on savait qu'il n'y avait pas à avoir des eaux salées à cause de l'affluent que vous voyez ici à l'écran. Donc, dans la première phase, c'était 9 millions de dollars. Phase 3, c'était annoncé récemment et donc avec l'Avado futur. Et donc, tout le financement est maintenant en place pour accomplir le projet. Et donc, si on recule un peu, bon, lors de la phase 2, on s'est assuré de pouvoir donc aller du point en rouge jusqu'à la partie en bleu. Il y avait très peu de cela qui appartenait à la municipalité. Donc, on voulait s'assurer de sécuriser ce territoire pour prévenir le développement futur. Et donc, c'est ce qu'on voulait bâtir ici, ce que vous voyez à l'écran. Donc, le parc, c'est un parc, donc on voulait que ce soit une prolongation naturelle. Et donc, vous voyez la rue James en bas qui va du nord au sud, pardon, l'autre Lorne qui va du nord au sud à droite. Et donc, on a bâti un canal de 1 à 2 mètres de profond qui pouvait soutenir la vie aquatique. Et donc, la construction a commencé en janvier. On devait passer par une évaluation des impacts environnementaux. Donc, c'était très humide et donc, c'était en fait un marais qui était fabriqué par l'homme et qui fonctionnait mal. Donc, on a essayé de déterminer ici. Et donc, la première chose qu'on a trouvée, c'est on devait faire une construction à l'hiver. C'était fait spécifiquement pour éviter de déranger des oiseaux migratoires. Et donc, l'autre chose, c'était qu'on ne pouvait pas amener de la terre. Et donc, vous voyez que la banque de semences, c'était exactement la même chose qui était là au début. On pensait que ça allait être un coût, en fait, mais on n'était pas obligé de replanter et importer des espèces parce qu'elles étaient déjà toutes là. Et donc, on avait, comme j'ai dit, une banque de semences qui a été distribuée naturellement. Et donc, on avait la grosse machinerie pour donc plusieurs bulldozers qui avaient des grandes remorques et donc beaucoup de poids. Malheureusement, cela a eu l'impact de compacter beaucoup la terre et donc c'était un peu un défi d'expliquer ce qui se passait au public alors que nous avons avancé. Alors, une chose que nous avons fait, on a collaboré avec BDA et donc BDA est basé à Sussex et donc eux autres, ils se sont occupés de la partie naturalisée de ce bassin de rétention, alors que la firme, en fait, s'est concentrée sur le côté de l'ingénierie. Et donc, on est allé un peu plus loin, en fait, et on avait une collaboration avec le département de biologie dans la faculté, dans l'université. Et donc, on les a invités. Et donc, beaucoup de OBNL aussi et d'expertise dans ce sens pour s'asseoir autour de la table et pour critiquer les plans. Et donc, l'une des suggestions qu'ils avaient, en fait, c'était au lieu que l'équipement est tellement sophistiqué de nos jours que, bon, l'individu qui opère l'excavatrice, qui peut vraiment comme aplatir la terre, la couche arable, la terre supérieure. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon numérique. Et donc, ils nous ont indiqué, en fait, que vous n'avez pas besoin vraiment d'aplatir et de mettre le tout très lisse parce que ce que ça fait, en fait, ça crée des dépressions naturelles dans le bassin.
Et donc, c'est là où on aura des grenouilles, par exemple. Ils avaient absolument raison. On n'avait pas besoin d'applaudir le tout. Donc, j'habite dans cette région de la municipalité et donc d'entendre l'orchestre, si vous voulez, des grenouilles, c'est vraiment un gros changement par rapport à ce que nous avions auparavant dans cette partie de la communauté. Et donc, Serge a parlé un peu des sentiers pédestres et nous avons fait cela aussi autour ce sont aussi comme c'est bon pour les véhicules municipaux aussi, comme Serge a mentionné encore une fois. Et donc, ici, ça permet aux eaux de ruisseler vers l'étang. Et une chose que BDA a fait, c'est qu'ils ont sauvé ou ils ont maintenu des zones de refuge, surtout pour des oiseaux. Et donc, on essaie de travailler autour de ces endroits-là. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait cette forme donc en fer de cheval. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a laissé ça pour garder les oiseaux. Et donc, ce n'est pas juste de l'ingénierie, c'était vraiment aussi un aspect de loisir aussi avec ce projet. Et donc, le nombre d'oiseaux c'est devenu très populaire dans la communauté pour les personnes, les amateurs d'oiseaux. Donc, on a eu aussi l'école primaire qui l'utilise comme piste de course pour leurs activités pour leur l'éducation physique quand ils vont à l'extérieur. Et donc, on a ajouté des pancartes aussi pour expliquer aux gens qu'est-ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons bâti? Parce que comme Serge a dit, ce sont des gros projets qui coûtent cher et on voulait qu'il y ait un élément éducationnel, non seulement pour notre communauté, mais pour d'autres aussi ceux qui viennent en visite ou qui sont sur l'appel aujourd'hui pour qu'ils apprennent de nous. Et donc, oui, comme j'ai dit, c'est cher et donc, oui, on peut se faire critiquer, mais si on enlevait cet atout de la communauté, je pense que les gens seraient vraiment frustrés et fâchés. Et donc, je pense que oui, pour cela, c'était une grande réussite. Et donc, une autre chose que nous avons fait, c'était on voulait faire de la conscientisation auprès des changements climatiques. Et donc, voici une installation qu'ils ont mise en place qui a rapport avec la tombe du soldat inconnu à Ottawa et aussi quelque chose à Vancouver. Et donc, voici, encore une fois, c'est pour inviter les gens à réfléchir sur les changements climatiques, etc. Donc, ici, derrière la clôture, on a laissé les étudiants utiliser cela comme une place pour les expositions, pour parler des différentes espèces qui sont dans le bassin, que ce soit des reptiles ou le monde des animaux aquatiques. Et donc, pour l'utiliser comme un endroit et vous voyez ici un peu l'art que les étudiants ont fait. Et, bon, ils ont eu beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, rapidement, pour terminer et pour vous donner un peu les prochaines étapes, bon, l'argent, nous avons du financement maintenant pour la carrière qui est maintenant en construction. Et là, on va voir l'éventuelle connexion vers la baie de Fundy. On a commencé cela aussi, et donc pour lier le bassin à la baie de Fundy. Et donc, voici le type de porte que nous allons avoir. Et vous voyez à droite, malgré la quantité d'eau, il n'y a pas beaucoup de sédiments. Donc, voici le type de structure que nous avons remplacée pour permettre aux eaux de rentrer dans la baie. Et donc, rapidement, nous allons avoir un autre sentier pédestre pour s'assurer pour les gens qui puissent se rendre jusque l'Abado, cette petite porte-là qui ouvre. Et donc,
ça va être vraiment une belle expérience éducative, non seulement pour les étudiants, mais bon, dans les écoles locales, mais aussi pour les municipalités. Et donc, d'autres choses qui se passent dans notre région vont de la perspective des changements climatiques et sûrement que la plupart des gens sur l'appel sont conscients de ces projets pour trouver une solution pour protéger les infrastructures essentielles. Et donc, il y a beaucoup d'occasions. Donc, vous voyez que mon chien aussi apprécie beaucoup non seulement les eaux, les bassins de rétention, mais aussi bon, les couchers de soleil. Donc, je sais que bon, ça a été rapide, 15 minutes seulement. Donc, je vais l'ouvrir aux questions. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit et spécifiquement vous voulez discuter, n'hésitez pas. Non, c'est parfait. Merci, Jamie. Et je pense que tu as touché sur plein de choses et je vois des similarités. Bon, des différences aussi entre les deux projets. Et donc, Avato et les systèmes de digues et comment ça change en fonction de ces différents projets. Aussi, l'aspect communautaire et donc les bénéfices que nous retirons de ce type de projet. Parce que donc, dans les deux cas, ça aurait été la question d'excaver vraiment un gros bassin et donc voilà, je pense que ce type de projet a vraiment une plus grande valeur. Et donc, on va l'ouvrir aux questions maintenant. Donc, soyez à l'aise de poser vos questions dans le chat ou sinon, levez votre main en utilisant le raise hand. Et je sais qu'il y a quelques questions qui sont déjà dans le chat. Alors, Lily, est-ce que tu veux qu'on commence avec ces questions-là? Oui, parfait. Il y a quelques questions pour Serge pour commencer. Où est-ce qu'on met les sédiments de l'excavation? Donc, les sédiments, ce qu'on fait, c'est en fait, on utilise un type d'aspirateur, un camion, et donc, bon, ils le mettent dans un bassin, dans un genre de réservoir dans le véhicule. Et donc, je ne sais pas où il les déverse exactement, mais bon, évidemment, il y a des règles autour de cela, mais c'est pas beaucoup de sédiments. On le fait aux 5 ou 7 ans, comme j'ai mentionné. Donc, non, on ne peut pas juste le mettre n'importe où. Évidemment, on a besoin de le déverser à un endroit bon, légal. Et donc, prochaine question. Peux-tu nous décrire un peu les conditions intérieures à 2002 qui vous ont incité à entreprendre tous ces travaux? Merci pour la question. Donc, avant 20 ans Thanks passés, for the c'est des personnes, puis j'ai mentionné le mot de Jacques Leblanc dans le temps, c'est que lui avait l'idée du ballon entre le développement et l'environnement. Il a pu convaincre les conseils et les administrateurs de le faire. L'autre chose qui nous aidait dans le temps, la ville de Dieppe, c'est que la ville de Dieppe grandissait rapidement. Donc, il y avait les fonds. On n'était pas une municipalité qui était au dernier scène. Donc, le conseil était plus ouvert à essayer des nouvelles choses. Alors, ça nous a permis à faire des beaux projets sans trop savoir qu'est-ce qu'elle arrivait. Alors, c'est pour ça qu'on a pu faire un peu comme des projets pilotes et ça me fait plaisir aujourd'hui de le partager pour dire voici qu'est-ce que ça peut ressembler. Parce que je sais que dans mon temps, moi, avant que je rentre sur un nouveau projet, des fois, j'aime de savoir qu'est-ce que ça peut ressembler dans le futur, puis c'était ça l'idée dans le temps. Merci, Serge. Adam, did we want to see if there are any questions? Adam, est-ce que tu veux voir s'il y a des questions que les gens veulent poser de vive voix? Sinon, on peut passer aux autres dans le chat. Oui, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever votre main, d'allumer votre micro et de poser votre question. Allez-y, Diane. Il faut allumer votre micro. Bonjour tout le monde. Désolé. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Serge, est-ce que la municipalité de Dieppe avait connu de plusieurs inondations d'infrastructures? Qu'est-ce qui a mené au fait d'avoir besoin de beaucoup de fonds pour créer les bassins de rétention? Bonne question. Dans le temps, on avait de l'inondation
dans le marais, sur la rue Amiro-Acadie, le marais Chartersville. Donc, ça affectait notre chemin là-bas. Ça, c'est une chose. Et toute l'eau part là-bas. Et on est protégé par une digue et un aboiteau aussi au centre-ville, un peu à l'extérieur du centre-ville. Et on a des cours d'eau qui traversent la municipalité ou que c'est les gens qui vivent là-dessus, ça pourrait être problématique. Donc, ça, c'est une raison. Puis l'autre, c'était qu'on voyait dans le temps qu'on a, il y a au-delà de 20 ans qu'on a ajouté un règlement à tous les nouveaux développements qui devaient bâtir des bassins de rétention. Pas nécessairement naturalisés, pas nécessairement secs ou humides. On laissait le choix aux développeurs, mais il fallait qu'ils retiennent l'eau de ruissellement de surplus sur leur terrain pour un tel nombre de temps, pour pas que ça affecte. C'est pas juste, oui, les ruisseaux, mais c'est les infrastructures, comme tu le disais, Diane. Nos tuyaux ont une telle grosseur, alors pour les protéger aussi. Alors, ça fait 20 ans qu'on avait ce règlement-là qui forçait les nouveaux développements à bâtir un état de rétention. Puis je vais juste rentrer dans la question à Madeleine de Stratford qui avait demandé aussi, j'ai parlé du 10% qu'il fallait que les développeurs donnent à la ville pour les espaces verts. C'est un endroit où on peut mettre le bassin naturalisé ou le bassin de rétention, mais ce n'est pas nécessaire. Et à la ville de Dieppe, souvent, on recommandait de ne pas le mettre dans l'espace vert. C'était à faire avec ton développement que tu devais mettre ton étang sur ton endroit développable. Alors, ce n'est pas toujours le cas. OK, c'est bien, merci. Merci beaucoup. C'était mieux de conserver les espaces verts pour d'autres fins, pas les utiliser. Absolument. Okay. Absolument. Mm-hmm. Great, thanks. Lisa, do you have a question? Merci. Lisa, avez-vous une question? Premièrement, merci à vous deux. C'était comme vraiment intéressant comme présentation de projet. Puis, comme je m'apprête à faire un travail justement en tant que j'ai un projet en tant que directrice d'un organisme environnemental pour cartographier les services écosystémiques de la municipalité de Shippagan dans la prochaine année. Fait que c'est comme un point nommé pour moi, mais en vous écoutant toutes les deux, j'avais comme la question suivante qui était comme comment d'intégrer les éléments plus naturels dans votre travail d'ingénierie ou de solutions pour vos espaces a comme changé votre appréciation de ces éléments de nature-là qui, pour moi, sont des éléments vraiment de qualité de vie, puis comme vraiment, d'un point de vue d'une biologiste amoureuse de la nature, c'est comme vraiment important, mais je me demande comment votre expérience a peut-être modifié votre appréciation, puis comment maintenant vous voyez, comme que c'est généralement apprécié ou pas dans ce type de planification ou d'aménagement-là. Jamie, s'il vous plaît. J'ai une réponse, mais je vais laisser Jamie parler. Sure. Yeah. I think I think communities are getting Je crois que les communautés, il y a plus de conscientisation en général, certainement ici au Nouveau-Brunswick, mais aussi partout dans les maritimes. Mais je pense que ça dépend des valeurs de la communauté, vraiment. La plupart des communautés ont un plan municipal ou une stratégie et plusieurs ont des plans d'adaptation au changement climatique. Et donc, on a besoin de revenir vers certains de ces documents et vraiment déterminer quelles sont les valeurs de la communauté et donc l'utiliser cela comme tremplin pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser en termes de comment on peut budgéter là, pour les dépenses. Et donc, oui, on a besoin d'investir là en tant que municipalité. Et donc, pour essayer de convaincre aux gens, on a besoin de discuter. Donc, avoir des campagnes de conscientisation du public, que ce soit sur les véhicules électriques ou sur les eaux de ruissellement, peu importe ce que c'est, je pense que c'est une clé c'est un rôle clé là, que les municipalités ont besoin de jouer là, pour s'assurer d'être des champions.
Parce que vous avez entendu, Serge, combien ça coûte pour faire ce type de projet. C'est vraiment beaucoup d'argent d'investir. Et donc, pour convaincre aux gens que, bon, on a besoin d'investir, bon, que ça va changer vraiment la qualité de vie. Ce n'est pas juste un atout d'ingénierie. Bon, c'est vraiment, ça va être un grand atout pour toute la communauté. On a besoin de l'utiliser cela comme pour convaincre les conseils municipaux. Continuer sur le point, Jamie, c'est les valeurs des gens, des communautés. Puis aussi, moi, c'est les personnes. Donc, tu as besoin des personnes. Là, je suis plus vieux. Là, j'ai dit j'ai gagné un peu de wisdom dans ma carrière. Puis, autant en ingénierie, j'aime de construire, puis j'aime de développer, puis c'est tout. Il y a du bénéfice là-dedans. Mais je suis une personne qui adore la nature aussi. Alors, puis mon patron Jacques était de la même manière. Mais il y a des gens que ce n'est pas le cas. Alors, il faut que tu sois capable de converser avec ces gens puis les faire comprendre qu'on peut avoir un ballon des deux. Là, ça peut être 100% développé. On peut garder un peu d'espace nature pour quand même avoir le même but. Puis, avec le temps, il faut qu'il y ait confiance que la valeur va augmenter. Puis, on dit souvent ça des infrastructures grises. Eux, ils dévalorisent aussitôt que tu les installes, tandis qu'une infrastructure verte gagne de valeur avec le temps. Alors, ça commence à devenir. Puis, au jour d'aujourd'hui, on s'en va de plus en plus vers la nature. Alors, moi, je suis confiant de ce côté-là. Great. Thanks both for your Super, merci à vous deux pour vos réponses. Je pense que nous allons devoir conclure le webinaire aujourd'hui parce que là, il est presque 13 heures. Et donc, je pense que dans le chat, nous allons partager avec l'information, les coordonnées de Serge et de Jamie. Et donc, comme ça, les gens peuvent poser leurs questions. Il y avait plusieurs dans le chat, en fait, qu'on n'a pas pu répondre, mais donc, on a toujours des limite en termes du temps avec ces webinaires. Donc voilà, nous allons répondre à vos questions. Donc, je veux remercier tout le monde et surtout Jamie et Serge pour votre temps et vos présentations. Et donc, s'il y a d'autres choses, je vais vous passer la parole, Lily, juste pour voir s'il y a quelque chose avant de terminer. Non, rien d'autre pour l'instant, mais merci beaucoup à Serge et à Jamie et merci à vous tous et toutes d'être là et pour vos questions. Et donc, on espère vous voir au webinaire futur. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et pas trop de pluie. Merci beaucoup tout le monde. Thanks, everyone. Jamie. See you, Serge. It's